Cet outil de vente, donc le cœur évidemment du moteur de Salesforce, il est connecté à 3 objets, à 3 éléments complémentaires intégrés à Salesforce, mais qui ne font pas partie de l'éditeur Salesforce, qui sont un module de gestion de signature électronique. Tout ça, je vais vous le montrer, bien sûr, pour faire signer nos clients quand ils ont la gentillesse de nous faire confiance. Nous avons intégré à Salesforce notre outil de facturation, qui est un outil de facturation donc, qui est intégré à Salesforce, qui s'appelle Sofacto. Et puis, on a également intégré un module de gestion de projet qui est complètement aussi intégré dans Salesforce, mais qui n'est pas natif. Voilà, c'est un complément. Et enfin, la dernière brique, qui est tout à droite, ben, c'est effectivement toute la partie gestion du service client, c'est-à-dire des personnes qui ont souscrit un contrat d'abonnement chez nous, un contrat de support, et dans lequel on va gérer les demandes et ainsi que la résolution de ces différentes demandes. Alors, voyons comment ça se met en valeur, comment ça se représente. Donc, on va se concentrer sur cette partie-là. Hein, donc, on va commencer sur la partie vente, gestion des opportunités, signature électronique, facturation, gestion de projet et service client. Alors, on va aller dans notre Salesforce. Et la première chose qu'on peut dire, c'est que comme souvent, enfin, comme on essaye de le mettre en œuvre chez nos clients, ce qui est une bonne chose, on essaie de bien expliquer que la page d'accueil, c'est vraiment qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui pour bien faire mon travail, pour bien faire avancer le travail. Ce n'est pas un tableau de bord. Le tableau de bord, c'est ce qu'on constate à la fin de la semaine ou dans le cadre des réunions commerciales pour savoir où on en est du business. Là, c'est qu'est-ce que je dois faire moi aujourd'hui pour faire avancer mon business. Donc, qu'est-ce que j'ai? Bon, d'abord, j'ai un certain nombre de raccourcis sur des éléments auxquels je vais fréquemment. Mais la première chose qu'on voit ici, c'est que j'ai un contenu d'approbation, des éléments d'approbation. Effectivement, on gère pas uniquement comme ça pourrait être classique, une espèce de remise complémentaire qu'un commercial voudrait me faire valider, mais là, on gère en fait les congés et la demande de congés au sein de Salesforce. Donc, on fait une partie aussi de notre SIRH dans Salesforce. Donc là, Stéphane me demande effectivement de prendre un certain nombre des jours de congé. C'est intégré à notre Salesforce sous le format de ces règles d'approbation. J'ai effectivement, bien sûr, les événements du jour qui vont remonter sur ma page d'accueil et j'ai mes tâches du jour. Et ça, on le reverra tout à l'heure. On va voir effectivement que là, il faut que je recontacte Christophe Potier à propos d'une opportunité autour d'un connecteur. Ça, j'en reparlerai tout à l'heure. Qu'est-ce que je vais voir un petit peu en dessous? Effectivement, les opportunités récentes sur lesquelles je suis en train de travailler, l'assistant, pour ceux qui connaissent Salesforce, vous connaissez un petit peu le sujet. Et puis là, on retrouve mon pipeline d'opportunités pondérées, c'est-à-dire qu'en fonction de l'étape dans laquelle je me trouve et de mon opportunité, ça valorise différemment le montant de mes opportunités. Ça, quand on a beaucoup d'opportunités en cours, c'est une bonne idée parce que ça donne une indication d'atterrissage. Si tout se signe, on n'est pas à 244, mais on est à plus que ça, puisque, à nouveau, l'idée, c'est d'avoir quelque chose de pondéré. Sur la droite, on a le fil chatter. Alors, le fil chatter, pour ceux qui connaissent un peu Salesforce, c'est des choses qu'on met généralement pas en marche tout de suite, pas au démarrage, parce qu'il faut déjà que les utilisateurs digèrent la première phase. Et puis, il faut bien arriver à trouver, et ça, c'est un exercice qui n'est pas forcément évident, quelle est la bonne utilisation de Chatter par rapport à d'autres outils, puisque Chatter, comme son nom ne l'indique pas, n'est pas un outil de chat. Donc, il faut arriver à bien trouver comment on utilise un Teams ou un Slack et comment on utilise le Chatter. Mais là, on a un exemple frais de ce matin. On a Stéphane qui, effectivement, vient de casser son casque et a demandé aux autres collaborateurs si ceux qu'on avait achetés précédemment étaient satisfaisants. Et donc, on va pouvoir avoir une vision ici. Voilà, donc on a du plutôt satisfaisant. Et du coup, le commentaire dans ce chat
de Stéphane et de dire, bah, évidemment, OK, on peut aller en acheter un complémentaire pour lui parce que c'est satisfaisant. Voilà, c'est un exemple de ce qu'on peut effectivement faire avec du chat. En dessous, ben, on a un certain nombre d'informations qui me sont remontées. Alors, ça m'est remonté parce que les consultants me mentionnent et ils me demandent éventuellement de faire des choses ou de donner cette information de façon un peu générale, sans que ce soit quelque chose d'extrêmement structuré comme une tâche, par exemple. Voilà, c'est à ça que sert aussi Chatter. Alors, qu'est-ce qu'on va regarder d'autre? On va aller dans un exemple d'un compte client et on va aller voir le papillon bleu. Et quand je vais dans la société du papillon bleu, ben, qu'est-ce que je trouve? Je trouve un certain nombre de choses. D'abord, je vois dans les éléments principaux là-haut que j'ai un contrat de support en cours. Ça, c'est toujours intéressant, parce qu'au moment où on reçoit un appel d'un client, ben, les consultants qui prennent l'appel peuvent savoir si effectivement il est éligible à un contrat de support dans lequel on est en train de travailler. Et puis, on a également une information du fait que il y a un certain nombre de factures échues qui sont attendues. Donc ça, c'est aussi toujours intéressant de pouvoir partager cette information avec l'équipe, de savoir où on en est de cette partie-là. Après, en dessous, bon, ben, j'ai une partie de segmentation que je vous passerai un petit peu, mais qui me permet de faire des tableaux de bord, notamment ceux que je vous présenterai en fin de séance. Et puis, regardons ici effectivement un composant, un élément particulier qui est lié à notre outil de facturation. Donc, je peux identifier à partir d'ici quel est le contact principal de facturation de cette société pour qu'à chaque fois que je fais des factures, bah, ça l'adresse directement à la bonne personne. Je vais avoir un compte XIR, un compte de TVA, enfin des choses normales de facturation, et puis un peu de synthèse sur l'ensemble de la facturation émise et de la facturation prévisionnelle, ainsi que les conditions de paiement. Qu'est-ce que je vais trouver d'autre? On a ici un onglet spécifique qu'on a construit qui me permet d'avoir une espèce de mini tableau de bord récapitulatif de ce qui se passe sur ce compte. Donc là, j'ai choisi d'avoir deux indicateurs principaux. Le premier, c'est la facturation par trimestre. Et le deuxième indicateur, c'est l'ensemble des requêtes, donc la partie service client, par étape. Donc là, en fait, je regarde effectivement si on est si c'est un compte qui est actif, parce qu'on a régulièrement du chiffre d'affaires, c'est un premier indicateur. Deuxième indicateur, si j'ai toutes les raisons de penser qu'on sert correctement ce client, puisque là on voit effectivement que sur la majorité des tickets, des requêtes, bah, la majorité sont fermées. Alors soit on a une distinction, j'y reviendrai tout à l'heure, de savoir si c'est clos côté ITBRM ou fermé complètement. Je reviendrai dans le cadre de la présentation des services clients. Mais on peut avoir un certain nombre de demandes dans lesquelles on attend effectivement des retours du client. Et puis là, on a, je crois, voilà, une seule requête en cours. Donc on va dire que la santé générale de ce compte est bonne. Si on va dans les éléments d'opportunité, alors une chose que, si on l'a déployé, on a dû le faire chez vous, ce qu'on essaye de faire aussi, c'est de limiter au maximum la nécessité de scroller dans les pages. Donc c'est pour ça qu'on a ce bandeau aussi d'accès rapide qui nous évite d'avoir à cliquer sur les éléments associés et d'aller scroller. Donc là, si je veux aller voir les opportunités, il suffit finalement d'aller voir le survol des opportunités. Je vois l'ensemble des opportunités sur lesquelles je travaille avec ce compte-là. Allons voir celle qui est ici. Et dans mon opportunité du papillon bleu de migration Sage, je vais avoir effectivement le contenu de notre prestation. Là, c'est une journée de prestation. Et puis, on voit l'étape dans laquelle je me trouve. Et là, du coup, on voit effectivement que dans notre cycle de vente, on a dépassé un tout petit peu ce qu'on fait éventuellement ensemble, qui est la fin, la signature, le fait qu'on ait gagné cette affaire, pour aller un tout petit peu plus loin jusqu'à la facturation, et j'y reviendrai juste après. Alors peut-être c'est une autre que je vais vous montrer maintenant, c'est celle du contrat de service, qui est intéressante également, dans lequel j'ai toujours effectivement mon produit qui a valorisé le montant de mon opportunité. Et ici, on voit le module complémentaire autour de cette application qui s'appelle Conga, qui nous permet de faire de la signature électronique. Donc aujourd'hui, tel que nous on l'organise, on considère que le devis
fait partie, et pour ceux qui ont travaillé avec nous, j'espère qu'ils ont cette même sensibilité, considère que le devis fait partie finalement de notre outil de vente et qu'on doit présenter de façon fine et personnaliser ce devis. Du coup, les devis en tant que tels ne sont pas créés dans Salesforce. Donc on crée nos devis, nous, dans Office, et on les fait signer au travers du module KongaSign. Donc là, pour faire ça, je vais simplement charger mon document Word ou PDF dans Salesforce et identifier les différents signataires ou les gens en copie de cette signature qui vont me permettre de procéder à cette signature. Donc ça, c'est un intérêt aussi qui est celui d'avoir le document signé finalement aussi à l'intérieur de Salesforce et de ne pas avoir à le gérer dans un répertoire partagé, puisque comme je le disais au démarrage, on a tous à peu près constaté que Salesforce n'est pas dans les valeurs, dans les fonctions intéressantes de Salesforce, la partie gestion documentaire n'est pas forcément celle qui est la plus intéressante. Dans les éléments complémentaires qu'on va trouver dans notre opportunité, on va avoir les fonctionnalités de facturation ou d'abonnement. Donc, on facture des prestations, éventuellement potentiellement avec plusieurs échéances, bien sûr, et on peut aussi faire des abonnements, soit dans le cadre d'un contrat de support qui serait renouvelé, soit dans le cadre d'un abonnement pour ceux qui souscrivent à notre offre de connexion entre Sage et Salesforce. Qu'est-ce qu'on retrouve en plus? Je retourne sur mon compte client. Donc, des éléments, effectivement, que vous ne connaissez probablement pas. Donc, on a la partie facturation, telle que je viens de l'évoquer. On voit que, à la fois, j'ai l'ensemble des factures passées, mais c'est aussi ce qui est intéressant, c'est que j'ai toutes les factures prévues dans le futur. Donc là, on voit que celle-là, effectivement, de l'abonnement, c'est quelque chose qu'il faut que je facture maintenant. Elle n'est pas encore facturée puisqu'elle est en mode brouillon, et que j'ai prévu de facturer au 2 mai l'activité de migration de Sage vers Sage 900. Et puis je vais avoir effectivement une fonction de recouvrement aussi, dont je parlerai rapidement après. Donc ça, c'est la première information concernant les factures. Le deuxième, c'est les abonnements. Et donc c'est effectivement ici identifier le fait que c'est un client qui est abonné à notre connecteur Sage, et cet abonnement va être potentiellement renouvelé tacitement tous les ans et du coup régénérer des factures annuelles automatiquement, sans que j'ai besoin de m'en occuper. Si on passe sur maintenant le module de gestion du service client, donc c'est la fonction de gestion des requêtes. Donc la gestion des requêtes, elle est aujourd'hui pilotée par deux grandes fonctions, enfin 3 grandes fonctions, plus exactement. La première, c'est que le client peut nous envoyer un email sur une adresse qui s'appelle support@itbrm.com. Cet email va être transformé en une nouvelle requête qui va être intégrée dans Salesforce et qui va être associée à la personne, si toutefois elle est connue dans Salesforce, ce qui est quand même la moindre des choses quand on a des clients qu'on sert. Elle sera automatiquement associée à la bonne personne, et du coup au bon compte, et du coup à la bonne personne qui est en charge de faire le support pour ce compte-là. Donc, quand effectivement une personne du papillon bleu m'écrit, eh bien automatiquement ça crée une requête qui m'est attribuée, parce que c'est moi qui suis en charge de gérer cette partie. Et du coup, ça arrive dans ma liste des requêtes en cours à traiter de type nouvelle. Donc, on voit effectivement que dans notre cycle, ici, on a un certain nombre d'étapes qu'on a souhaité structurer. Voilà, nouvelle, personne ne l'a encore pris en compte. On commence à travailler sur la résolution de cette demande. Potentiellement, on a demandé au client des compléments d'informations. Et puis, on peut même parfois avoir des blocages, ce qui devrait effectivement, ce qui déclenche de l'escalade. Si le consultant en charge n'est pas en capacité de le faire pour X raisons, c'est du coup, on indique ça comme étant bloqué chez nous pour faire de l'escalade. Comme vous le voyez également ici, on a un certain nombre d'onglets, pour ceux qui connaissent ces activités, on a un certain nombre d'onglets qu'on a construits de façon spécifique. Et je vais principalement travailler sur le ça commence et le c'est fini.
Bah, le ça commence et le c'est fini, bah, ce sont les éléments principaux qu'il faut que je renseigne pour pouvoir passer d'une étape à une autre. Hein, plus on arrive à piloter cette frise qui est en haut, que ce soit pour les ventes ou pour le service client, plus on arrive à le piloter en fonction de ce que fait l'utilisateur et pas juste en fonction de sa bonne volonté de cliquer sur une des étapes, au mieux c'est. Donc, quand je commence à rentrer, quand je démarre cette requête et que je remplis ces champs clés et que j'enregistre, bah, ça va automatiquement passer sur les étapes supérieures. Et puis, c'est de la même manière quand c'est terminé. Voilà, on a besoin, quelles sont les informations clés, bah, le temps que moi, consultant, j'ai passé sur le sujet et éventuellement la manière dont j'ai résolu cette demande. Et c'est ça qui va fermer cette requête pour conclure et donner évidemment la solution à notre client. Donc j'ai dit qu'il y avait plusieurs manières, mais je n'ai pas tout réindiqué, j'ai dit qu'il y avait plusieurs manières de nous solliciter. Un email qui arrive sur support@itbrm.com, un formulaire web qui est sur nos deux sites web, itbrm.com et salesforce.com, pour ouvrir des tickets. Et puis, bien sûr, ça peut être aussi depuis un email, parce que parfois, ce qui arrive quand même aussi fréquemment, c'est que les clients nous écrivent directement, personnellement, et que finalement, cet email, en fait, doit déclencher une requête. Et pour faire ça, je vais aller dans ma boîte aux lettres, je vais aller prendre un exemple d'un email, et effectivement, on va imaginer que cet email est une demande d'assistance. Je vais utiliser le panneau latéral de Salesforce pour créer automatiquement ma requête depuis mon panneau latéral. Donc, vous connaissez probablement les fonctions de consignation d'email, mais on a enrichi, nous, cette partie-là pour aller créer automatiquement une nouvelle requête. Et on va aller, dans cette nouvelle requête, pré-remplir un certain nombre de champs. Voire même, je peux commencer à faire de la qualification directement depuis mon panneau latéral. Et puis, je vais enregistrer, ça va me créer une nouvelle requête. Donc ça, c'est l'utilisation de ce qu'on appelle les fonctions rapides, les actions rapides, qui simplifient la vie, évidemment, de chacun des consultants. Et c'est ça l'objectif, pour améliorer la qualité de la prestation qu'on offre à nos clients. Alors, repartons un petit cran en arrière sur la partie de gestion des opportunités, et notamment, allons voir alors je vais repartir un petit peu en arrière pour que vous puissiez regarder notre cycle de vente, et le cycle de vente tel que on l'a construit nous permet à un moment donné aussi de basculer vers le marketing automation. Et en fait, tant que l'opportunité est vivante et que le commercial fait avancer les différents jalons pour pouvoir trouver une bonne conclusion à cette offre, et ben, tout se passe bien. Et à un moment donné, eh bien, ce client, ce prospect peut aussi nous indiquer que ben, c'est plus le bon moment finalement, où il y a quelque chose qui fait que la décision ne peut pas être prise, le projet n'est pas remis en cause, mais il y a un élément perturbateur, qu'on peut en connaître aujourd'hui, qui fait que c'est un sujet qu'on reprendra plus tard. À ce moment-là, on va basculer ici dans l'étape de projet gelé, qui va déclencher un cycle de maturation, de nurturing, avec notre outil Pardot, donc l'outil de marketing automation, qui va permettre dans 6 mois, si cette opportunité est toujours en étape gelée, on va se baser, j'ai masqué ici le nombre de mes contacts, mais les contacts qui sont associés à cette opportunité, on va leur envoyer un email dans 6 mois pour leur évoquer le fait que nous avions évoqué un sujet autour de l'opportunité du support coach de octobre à septembre, et est-ce que maintenant, du coup, ce projet serait à nouveau d'actualité. Donc, on va aider l'équipe commerciale à raviver potentiellement ou s'assurer que l'intérêt revient ou pas chez les clients. C'est bien tout l'esprit des fonctions de marketing automation autour de Pardot, qui est de s'assurer que quand on va prendre contact avec un prospect ou un client, ben, c'est que lui est prêt pour pouvoir échanger avec nous, et que ce n'est pas juste parce que nous, on aimerait bien lui vendre quelque chose en plus. Donc ça, c'est un bon exemple d'alternance
entre l'équipe commerciale et l'équipe du marketing pour faire avancer les projets au bon rythme. Et le bon rythme, c'est aussi en partie le rythme du client. Voilà sur cette étape-là. Après, comment ça se passe au quotidien quand on est, par exemple, en revue d'opportunités, quand on fait nos réunions commerciales, ben on va, comme tout à chacun, je l'imagine, on va aller dans nos vues de type Kanban des opportunités en cours. Et puis, vous l'avez peut-être constaté, il y a ici un certain nombre d'opportunités dans lequel on a un petit panneau d'alerte. Ce petit panneau d'alerte, il est là pour nous dire, bah, finalement, je n'ai pas prévu, moi, d'activité de suivi pour relancer ce client-là. Et donc, on va pouvoir aller cliquer ici sur ce petit panneau d'alerte et directement, à nouveau, avec ce que Salesforce appelle ses actions rapides, aller me créer une tâche pour aller prendre des nouvelles de la suite de ce projet. Et donc, par défaut, vous voyez que c'est ce qu'on a positionné, on prend un objet qui a été formalisé pour qu'on puisse le retrouver facilement. Et puis, on a mis une échéance à quelques jours. Et donc, ça permet finalement, dans le cadre de la revue de pipeline, de se dire, bah, ça, c'est une opportunité importante, on se met à une tâche de rappel. On n'est pas dans un objectif de faire un rappel à tous les clients à qui on fait des devis. Ce n'est pas du tout l'état d'esprit. Par contre, un certain nombre de fois, soit parce que c'est un compte stratégique pour nous, soit parce que X raison, à ce moment-là, on veut faire un suivi plus fin. Et à ce moment-là, on peut le faire directement depuis notre panneau latéral. La dernière étape que je souhaitais vous montrer, eh bien, c'est également la suite. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a gagné notre opportunité et qu'on a éventuellement facturé même l'acompte, eh bien, il faut aller délivrer le service. Il faut aller délivrer le service, c'est-à-dire qu'on a prévu effectivement de passer un certain nombre de temps à vous accompagner pour faire telle et telle configuration, telle et telle formation, tel et tel développement dans votre environnement Salesforce. Et ça, on le pilote également à partir de Salesforce. Et là, pour faire ça, on a été chercher dans le magasin d'applications de Salesforce des modules de gestion de projet. Et donc, on en a utilisé un qu'on a trouvé, qui nous permettent de piloter de façon assez fine, finalement, l'ensemble des projets, à la fois sur les temps effectués, sur les temps prévus et sur les temps vendus. Donc, les trois éléments qui sont combien de temps j'ai vendu, combien de temps j'estime que ça va prendre, ce qui peut être différent, et puis combien de temps j'ai vraiment passé sur le sujet. Donc là, on est dans un exemple de prestation dans lequel on a vendu une journée de prestation et on a fait une journée effectuée. Bon, effectivement, forcément, je vous donne un exemple de projet idéal. On a les échéances de démarrage, de fin de projet. Et puis, on voit ici, finalement, à l'intérieur de cette mission, on a des défis. Et là, en l'occurrence, le super-héros qui a fait ce défi, c'est Mathias. Et il a terminé ce défi. Il avait 7 heures pour le faire. Et effectivement, il l'a fait dans les temps. Donc, c'est ça qui est aussi intéressant, c'est qu'on peut avoir, dans un même projet, dans une même mission, un certain nombre de défis attribués à différents consultants, parce qu'on travaille, on n'est pas tous effectivement spécialistes de l'ensemble des choses, mais que tout ça, ça va être consolidé au niveau de notre mission qui se trouve en haut. Dans les différentes étapes, effectivement, on a aussi structuré les différentes étapes des réalisations de ces différentes missions, qui correspondent aux différents éléments que l'on fait pour configurer, pour vous faire tester, pour livrer, et jusqu'à vous demander une recommandation potentielle si vous êtes satisfait, ou pas satisfait d'ailleurs, de la prestation qu'on a livrée sur des sites de recommandation.
Une fois qu'on a fait tout ça, ben, on a déjà pas mal travaillé. Et là, effectivement, ben, on va pouvoir, à un moment donné, faire une synthèse de ce qu'on a fait dans la semaine. Et donc là, je vais vous montrer deux types de tableaux de bord qui me permettent, à nouveau, comme je l'évoquais tout à l'heure, à la différence de ce qui est sur la page d'accueil, d'avoir une synthèse de où est-ce qu'on en est à un moment donné. Et là, voici notre premier tableau de bord du service client, où on voit qu'on a traité voilà, 425 requêtes cette année, que la semaine dernière, on en a clos 32, que cette semaine, on a clos 10. Et là, on a une petite alerte qui est de dire ben, on a 110 requêtes ouvertes, ce qui est peut-être un peu beaucoup. Donc, on a effectivement un petit code couleur aussi qui nous alerte sur le sujet. En dessous, ça nous permet de regarder qui est-ce qui est potentiellement le plus chargé, à qui on devrait donner de l'assistance. Et on voit effectivement que, par exemple, ici, Audrey, Laurence et Christine sont particulièrement chargés, alors que Mathias et moi, on est plutôt libres. Et donc, ça peut aussi nous aider à répartir la charge de travail. Donc, à la fois, on a cette information par consultant et par étape de résolution, et on a le même graphique par client. Donc évidemment, il y a une corrélation immédiate, puisque c'est Audrey qui s'occupe du compte ICOM. On voit qu'effectivement, ça fait partie des comptes qui sont les plus demandeurs dans le cadre de notre prestation. On a ici un petit tableau sur les requêtes bloquées. Comme je l'ai évoqué tout à l'heure, c'est les requêtes qui sont en escalade potentielle. Et puis l'âge moyen des requêtes bloquées. Donc ça, c'est un premier exemple de tableau de bord de type service client. Et puis, le deuxième tableau de bord que j'avais envie de vous montrer, bah, ça représente, en fait, ça représente, c'est vous, en fait, hein, puisque c'est la manière dont se répartissent nos clients. Et savoir où est-ce que, effectivement, on est les plus pertinents ou les plus opportuns. Alors, c'est un mélange de vocabulaire Salesforce, parce qu'on échange aussi beaucoup avec l'éditeur sur notre base installée, et de termes un peu plus génériques. Mais là, effectivement, ce sont des segments avec le vocabulaire Salesforce, les entreprises de moins de 100 salariés, de 100 à 1500, ou les organisations non-profit, ou alors les très grands comptes. Donc on voit effectivement qu'on est vraiment beaucoup plus spécialisé dans les PME, les PME et les TPE, que les clients de nos clients, en très grande majorité, adressent un marché B2B, puisqu'on voit que c'est 70% de notre clientèle qui adresse un marché de B2B. Et puis après, on a un marché de B2C sur 10% de nos clients, etc., etc. Là, on retrouve en termes à nouveau un petit peu de vocabulaire Salesforce, ils ont un certain nombre de secteurs verticaux sur lesquels ils focus. Bon, effectivement, évidemment, on essaie de suivre ça également. Donc, dans le retail, dans le high-tech, dans le service, dans le manufacturing. Une autre manière de le voir, c'est le graphique qui est en dessous, qui nous permet effectivement de mesurer votre métier. Et donc, de voir qu'on est quand même assez fort dans les professional services, dans les entreprises de conseil, dans le retail, dans le high-tech, dans l'industrie, etc., etc. Là, on a une visibilité sur la croissance du nombre de nos clients depuis qu'on a commencé, et on a 10 ans cette année. Et enfin, deux indicateurs qui sont le nombre de clients actifs et ce qu'on va chercher ici à mesurer, comme on a une activité qui peut être relativement ponctuelle chez vous, puisque souvent c'est de la mise en œuvre de Salesforce ou de l'optimisation ou de l'ajout de fonctions, mais notre vocation n'est pas d'être chez vous toute l'année. Donc finalement, nos missions peuvent être relativement courtes, entre 1 mois et 4 mois, 5 mois, 6 mois, mais il peut arriver 1 an ou 2 ans, ou dans lequel on ne se reparle pas forcément, jusqu'à ce qu'il n'y ait pas de nouveautés chez vous. Et donc c'est ce qu'on essaie de mesurer ici, de voir ici quels sont les anciens clients par rapport aux clients actifs. Donc les clients actifs, c'est les clients qui nous ont commandé au cours des 18 derniers mois. À partir du moment où un client ne nous a pas recommandé de prestations, de formation, d'accompagnement, de support depuis 18 mois, on considère que c'est un ancien client. Ça ne veut pas dire qu'il ne sollicitera jamais, mais ça veut dire qu'effectivement, ce n'est pas un client actif. Voilà. On aurait pu faire le distinguo client actif, client passif, ce qui pourrait être aussi un indicateur.
Voilà, sur ce petit parcours, j'ai voulu faire quelque chose d'un petit peu ténu pour vous expliquer comment nous avions organisé notre système d'information, évidemment très orienté autour de Salesforce, mais ce n'est pas juste pour la vitrine, puisqu'on s'en sert tous les jours, c'est avec ça qu'on fait tourner l'entreprise. Les quelques limites aussi que nous, on a constatées, hein, les limites, elles sont notamment ici, c'est sur la gestion documentaire, et c'est ce que j'ai évoqué tout à l'heure, c'est qu'aujourd'hui, on n'a pas trouvé d'intérêt suffisant à ce que nos devis, nos propositions commerciales soient issues de Salesforce. Donc on considère que la personnalisation de ces éléments-là, aujourd'hui, c'est pas quelque chose qu'on pourrait faire dans Salesforce. Donc on continue à faire nos offres commerciales à l'extérieur de Salesforce, mais finalement on fait quand même une grosse partie de notre chaîne dans Salesforce. Et d'ailleurs je vois également qu'on a un tout petit élément que je n'ai pas complété ici, qui est aussi la base de connaissances. On a aussi une base de connaissances qui est pilotée par notre outil de service client et qui est d'ailleurs plutôt associée à notre base, à notre site web autour de Sage to Salesforce. Ça, c'est piloté aussi par le service client. Voilà un petit peu le parcours que je souhaitais évoquer avec vous. Est-ce que, par rapport à ça, est-ce qu'il y a des questions particulières sur lesquelles vous souhaitez que je fasse un petit focus? Bonjour Vincent, c'est Charlie. Bonjour Charline. Tu vas bien? Ça va très bien, je te remercie. Moi j'avais une question. Je trouve ça super pratique le résumé. Si tu peux revenir sur une page, je ne sais pas comment l'expliquer. Un résumé de quoi? Le résumé où tu as les opportunités, les contacts associés, tu sais, là, ça on n'a pas ça nous. D'accord. Alors, effectivement, et ça me permet de rebondir sur un autre sujet également. Comme ça, je vais te faire les deux. Donc, effectivement, ça, c'est quelque chose qui est relativement récent. Enfin, relativement, oui, c'est relativement récent. C'est d'avoir ces raccourcis pour éviter de faire du scrolling. Et donc, effectivement, je te montrerai comment le faire. Un autre élément qu'on a, avant de reprendre d'autres questions, qu'on a aussi construit dans Salesforce, c'est que, et c'est parce qu'on s'est confronté à cette difficulté-là, c'est qu'il y a beaucoup d'informations dans Salesforce, oui, il y a beaucoup d'informations, il y a beaucoup d'objets, mais parfois ça manque un peu de synthèse, au-delà du tableau de bord, de savoir ce que moi, ce sur quoi je suis en train de travailler en général. J'ai dit tout à l'heure que sur la page d'accueil, j'avais ce qu'il fallait que je fasse aujourd'hui pour faire avancer le business. Mais de façon un tout petit peu plus globale, quels sont les éléments sur lesquels je suis en train de travailler? Alors oui, évidemment, je peux aller dans les opportunités, je vois les opportunités récentes. Je peux aller dans les comptes, je vois les comptes récents. Je peux aller dans les factures, je vois les factures récentes. Mais il me manque un peu une vision un peu plus globale de ce sur quoi Vincent est en train de travailler. Et donc, on a construit un élément ici qu'on a appelé le to-do, dans lequel finalement j'ai une série d'éléments qui sont constitués à la fois des missions sur lesquelles je travaille, des opportunités sur lesquelles je travaille, des défis sur lesquels je suis. Et donc j'ai en une page l'ensemble des éléments qui me permettent de piloter mon travail quotidien. Donc pas forcément de ce que j'ai prévu de faire aujourd'hui, mais de ce que je fais en général. Donc mes défis, les requêtes sur lesquelles je suis en train de travailler, mes tâches de relance, notamment la tâche de relance qu'on voyait sur ma page d'accueil, finalement j'ai tout ça affiché de façon claire. D'autres questions? Ok, écoutez, j'espère que c'était intéressant. L'objectif, c'était de ne pas être forcément trop long, mais de vous montrer que on peut faire évidemment plein de choses dans Salesforce. Tout le monde bien sûr en est bien conscient, je le pense, mais de vous montrer comment un environnement
je ne sais pas si c'est très poussé, mais en tout cas, nous, on fait quand même beaucoup de choses à l'intérieur et ça nous permet de faire avancer notre travail quotidien. Et je vais vous remercier effectivement de votre participation. Et je finirai simplement en mentionnant le fait que nous organisons 2 sessions de formation rapport et tableau de bord, qui est un élément absolument fondamental que l'on peut difficilement appréhender au démarrage des projets, parce qu'il faut d'abord qu'il y ait de la donnée dans Salesforce pour commencer à la faire parler. Donc, on souhaite vous proposer aujourd'hui 2 jours de formation dédiés, rapport et tableau de bord, sur 2 périodes différentes. Donc, on a une première journée qui a lieu le 29 avril, hein, qui est les fondamentaux sur rapport et tableau de bord. Et puis une deuxième journée le 20 mai qui serait sur rapport et tableau de bord avancé. Ce sont des journées indépendantes, mais qui vous permettront vraiment d'aller beaucoup, beaucoup plus loin dans ce que vous allez pouvoir ressortir d'informations dans Salesforce. C'est un élément qui n'est pas forcément très simple à appréhender et encore moins au démarrage des projets. Donc oui, on a toujours une formation rapport et tableau de bord quand on finit un projet, mais on ne peut pas y passer le temps nécessaire parce que vous n'avez pas non plus, vous, la compréhension un peu plus fine de comment est constituée, comment est construite l'information dans Salesforce. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a eu beaucoup de demandes et je pense que c'est un excellent complément. Donc, je vous propose, si c'est quelque chose qui vous intéresse, et je vous enjoins à le faire ou à le proposer à un de vos collaborateurs, d'aller sur notre site web, de regarder dans la partie formation. On a un descriptif de la manière dont ces journées vont se passer, ainsi que la tarification, soit de façon unitaire pour une seule journée, soit avec un pack global. Ça peut paraître à prime abord, se dire passer une journée à faire des rapports et tableaux de bord, ça paraît beaucoup. En fait, ça va vous faire gagner beaucoup, beaucoup de temps pour la suite et ça va vous assurer que ce que vous mesurez dans Salesforce est juste. Parce que, évidemment, c'est très facile de se tromper dans des filtres et dans des critères qui feraient qu'on ne prendrait pas forcément les bonnes décisions autour de l'analyse des rapports et des tableaux de bord que l'on suit. Voilà, écoutez, j'espère que ça a été intéressant. N'hésitez pas à nous donner un feedback, c'est la première fois qu'on le fait. Je le fais régulièrement, moi, quand je suis en phase d'avant-vente pour montrer comment on pourrait être un Salesforce d'un futur client. Je trouvais que là, c'était peut-être intéressant de le faire aussi avec des gens chez qui on a déployé des Salesforce, ce qui est le cas avec des principaux participants de cette session. Faites-nous un feedback pour savoir si c'est quelque chose qu'on peut refaire avec d'autres candidats potentiellement, et éventuellement, si vous aviez des sujets un peu plus spécifiques sur lesquels vous souhaiteriez qu'on fasse un focus, hein, puisque c'est l'objectif de cette série de webinaires qui s'appelle les BAM, dans lequel on essaye de partager des bonnes pratiques, des exemples, ou des applications, ou des modes d'utilisation de Salesforce qui nous ont paru pertinents. Je vous remercie de votre participation et bien sûr, je vous souhaite un excellent week-end. Je serai ravi de pouvoir échanger de plus avant avec vous si vous le souhaitez. Très bonne journée à vous. Merci, au revoir. Merci. Merci beaucoup, Vincent.